Ce qui m'a vraiment surpris, je pense que j'entendais des touristes américains en parler, c'est l'apparente facilité. Je crois que Michel Onfray a résumé ça de façon remarquable. Il a dit c'est incroyable en France aujourd'hui, avec une disqueuse et un escabeau, on repart du Louvre avec la Joconde sous le bras. Mais c'est un petit peu ça. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous dominical, l'heure inter. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec pour vous accompagner cet après-midi Ksenia Fedorova, journaliste. Bonjour Ksenia. Bonjour. Karima Brick est également avec nous. Bonjour Karima. Bonjour. Avec nous cet après-midi Régis Le Sommier, grand reporter. Très heureux de vous retrouver. Bonjour cher Régis. Moi de même. Arnaud Klarsfeld également nous accompagne. Bonjour à Arnaud. Et Sandra Chiombo, je vous propose un point sur les toutes dernières infos pour démarrer. Ma chère Sandra, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On démarre avec ce nouveau coup dur pour Emmanuel Macron. Le président français a atteint un record d'impopularité avec seulement 16% de Français satisfaits. C'est ce que révèle le dernier baromètre IFOP pour le journal du dimanche. Il perd 2 points en octobre. À l'inverse, le Premier ministre Sébastien Lecornu, jugé plus humble à l'écoute par les sondés, totalise 38% de votes positifs. La semaine qui s'ouvre à l'Assemblée s'annonce périlleuse pour le gouvernement de Sébastien Lecornu. Il doit pour l'heure sa survie qu'à la décision du Parti socialiste de ne pas le censurer d'emblée. Selon Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, le Parti socialiste est en train de tout abandonner en proposant une taxe Zuckman homéopathique au rendement quasi nul. On l'écoute. Les socialistes viennent d'inventer une taxe Zuckman homéopathique, c'est-à-dire qui est diluée au point qu'elle ne servira plus à rien. J'explique. Dans le patrimoine des milliardaires, 90% des patrimoines des milliardaires sont des biens professionnels. Ce que proposent les socialistes, c'est d'exclure les biens professionnels dits familiaux. Et ce qu'a dit Gabriel Zuckman très bien hier, lorsqu'il a analysé justement les propositions qui étaient faites, et notamment la proposition socialiste, c'est que plus vous faites des exemptions, des exonérations à cet impôt, plus derrière vous faites marcher la machine à optimisation. Donc ce qui va se passer, c'est que vous pouvez dire 7 milliards comme vous voulez, à la fin, ça sera un rendement quasiment nul et que le Parti socialiste est en train de tout abandonner. C'est le monde où on vend sa chemise pour emprunter un mouchoir. Enfin, c'est absolument absurde. Et de son côté, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a assuré qu'il n'y avait pas de deal global, ni pacte de non-censure ou accord de coalition. Écoutez. Il n'y a pas de deal global. Il n'y a pas de pacte de non-censure, il n'y a pas d'accord de coalition. Il y a des sujets sur lesquels nous cherchons des compromis. Avec les Républicains, nous savons, vous l'avez vu hier par les votes, qu'il y a une forte demande que nous travaillons sur la meilleure prise en compte des heures supplémentaires. Le vote d'hier, c'est le début d'une négociation sur ce sujet, parce qu'il y aura aussi des propositions dans le budget de la sécurité sociale. Et donc on n'est pas du tout au bout de l'histoire. Avec les Républicains, je peux vous dire, on travaille sur les enjeux de pouvoir d'achat pour les travailleurs et les heures supplémentaires. Merci Sandra Chiombo, qu'on retrouvera à 16h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Actualité, vous le savez, marquée ce dimanche par cette arrestation 1 semaine après ce cambriolage spectaculaire au Louvre. Nous ne pouvions pas ne pas démarrer cette heure inter avec cette actualité reprise à travers le monde. On va y revenir puisque la piste d'ingérence, elle avait été évoquée, eh bien, semblerait s'éloigner en tout cas au profit du grand banditisme. Toujours est-il, je vous le disais, que la presse étrangère s'intéresse de très près à cette affaire. Tant le musée du Louvre, symbole français, résonne à l'international. Malo Steiner et Florian Doré sont justement au Louvre. Malo, le retour, comme la semaine dernière, de la presse internationale cet après-midi, après cette information, donc 1 semaine après la vol de bijoux au Louvre, 2 suspects en garde à vue. Oui, la presse internationale s'y intéresse. On a vu des médias étrangers, alors un peu moins que la semaine dernière. On a notamment croisé un média d'Arabie Saoudite, la RAI, le média italien, les médias portugais aussi, CNN Portugal, mais un peu moins de médias que la semaine dernière. Pour autant, les touristes sont tous au courant de cette actualité. C'est pour ça que, notamment, ils passent devant le Louvre sans s'y arrêter. On leur apprend que 2 suspects ont été arrêtés et pour eux, c'était très important. Ils voient
voit le musée du Louvre, comme vous l'avez dit, comme un symbole de la France. Alors pour ça, c'était très important pour eux également que les suspects soient arrêtés. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un billet pour aujourd'hui, sans doute iront-ils directement dans la salle Apollon où il y a eu le cambriolage. Et il nous le disait aussi pour certains, ces touristes étrangers, que paradoxalement, ça avait peut-être donné un coup de projecteur sur le musée du Louvre et donné envie à certains touristes étrangers de venir dans les semaines ou les mois qui viennent à Paris. Merci Malo Steiner, donc en duplex du musée du Louvre, avec Florian Doré devant la caméra. Alors, New York, Londres, Québec, mais aussi Moscou. Une info à la une ce matin dans la presse internationale, cette arrestation et un cambriolage, Ksenia Fedorova, suivi de très près finalement tout au long de la semaine, depuis une semaine, par la presse et notamment en Russie. Hein. Bien sûr, mais parce que le Louvre c'est très connu, c'est le musée le plus connu du monde. En fait... Le fait qu'il s'était cambriolé, ça fait parler beaucoup de gens en Russie, évidemment. Après, ce qui est intéressant, qui est derrière cette cambriolage, donc déjà, bravo à la police française pour avoir trouvé déjà des suspects assez vite. Parce que, comme on sait, le cambriolage a pris seulement quelques minutes à faire. Donc, on a quelques jours et là, on a de la première information. Donc, c'est intéressant. Oui, les médias parlent beaucoup de ça, mais ils parlent aussi le fait que c'est quand même étonnant qu'il n'y a pas eu suffisamment de sécurité pour... dans le plus grand musée du monde, dans le plus connu musée du monde. Inimaginable à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Difficile à imaginer, oui, bien sûr. On va revenir vers vous dans un instant, puisqu'il y avait la piste de l'ingérence qui avait été évoquée, notamment par François Hollande. Alors quand on parle d'ingérence ici en France, notamment dans la bouche de François Hollande, bien évidemment, derrière, en sous-titre, il faut comprendre ingérence russe. Visiblement, ce n'est plus du tout la piste à cette heure qui est privilégiée. Mais Karim Abric, outre-Atlantique aussi, cette affaire fait grand bruit. La France qui a même été moquée, et ça on l'a vu tout au long de la semaine, en tout cas à la une de la presse outre-Atlantique ce matin. Oui, complètement, et je regardais justement sur les sites américains, dans les journaux américains aujourd'hui, on revient là-dessus, c'est vraiment partout. Et d'ailleurs, c'est qu'on parle non seulement de la France, on parle de ce qui s'est passé au Louvre, mais ça va plus loin. Vous savez, dans le New York Times, on dit le vol au Louvre, ça a laissé derrière lui, c'est plus que simplement une vitre qui est brisée, parce que cette image, elle a frappé un peu le monde entier. On se dit, attendez, on est capable d'aller voler des biens absolument, des joyaux, le patrimoine culturel français, ce patrimoine même qui appartient quelque part au monde entier, parce qu'on est tous un peu, on regarde le Louvre, c'est le musée le plus connu du monde, donc il y avait cette petite image de ce petit carreau brisé d'un monde charge, et on parle de ça et on dit c'est plus que ça atteint au fond cet honneur, cette France en fait qui est marquée là-dessus, donc ça vient jouer aussi là-dessus, on en parle dans les médias, que ça a touché finalement cette fierté française en plein cœur, et aussi ça fait parler, je vous dirais, de certains dysfonctionnements en ce moment de l'état de la France. Vous savez, encore une fois, dans un article du New York Times que je lisais, on mentionnait le fait qu'un ancien président français était en prison. On mentionnait le fait que ce vol a duré seulement quelques minutes. On faisait mention de la crise politique et le dernier gouvernement qui avait duré 836 minutes au total. Donc, vous voyez, donc ça met en lumière un peu certaines défaillances. Et surtout, on se dit, est-ce que la France est encore capable de protéger son patrimoine culturel, son patrimoine historique, un si grand pays, mais en même temps ce décalage entre cette capacité de protéger. C'est cela, c'est un cambriolage qui a réveillé les failles, qui a révélé au monde entier les failles de la République. Voilà. Du côté de l'enquête, on a deux suspects qui ont été interpellés. L'un à l'aéroport de Roissy, il s'apprêtait à quitter le territoire pour l'Algérie. L'autre s'apprêtait à quitter le territoire pour se diriger vers le Mali. Deux individus connus des services de police, ils habiteraient la Seine-Saint-Denis, et puis ils étaient connus pour des vols. Alors notamment la semaine dernière, François Hollande et puis d'autres médias évoquaient, Ksenia Fedorova, la piste de l'ingérence. La piste de l'ingérence russe a même été, par certains médias, mise en avant. Alors on a le sentiment souvent qu'il y a ce réflexe-là dans de nombreuses affaires, dans cette affaire du cambriolage, mais pas que. Le bouc émissaire assez facile finalement, la Russie, même si, on va en parler dans un instant, on sait que les tensions sont très fortes en ce moment entre la France et la Russie. Qu'est-ce que je peux vous dire, Olivier? À mon avis, le fait qu'il y ait, même avant un seul fait, il y a une ingérence étrangère qui
qui est sur la table comme sujet, ça m'étonne un peu parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le trend d'accuser les forces étrangères dans tout ce qui ne va pas et qui fait mal en France. Donc pour moi, c'est étonnant et pas étonnant en même temps parce que c'est depuis quelques années on voit ça déjà. Et c'est, vous savez, le fameux c'est les Russes, ça circule sur les réseaux sociaux parce que chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas, c'est les Russes. Donc évidemment, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça, malheureusement, c'est utilisé par les hommes politiques de temps en temps pour essayer de mener l'attention vers une autre direction. Mais finalement, j'espère qu'avec l'enquête qui est en cours, on va avoir les vérités. On va voir. Alors, on se dirige visiblement, en tout cas, les premiers indices régissent les sommiers vers le grand banditisme, mais on voit quand même ces deux bases arrières, l'Algérie et le Mali, que l'on voit aujourd'hui à la une de l'actualité, puisque c'est là-bas que vous laissent réfugier les deux premiers suspects. Donc, on voit effectivement qu'il y a des ramifications aussi à l'étranger. Bon, il faut d'abord savoir qui sont ces deux premiers suspects. Est-ce que ce sont deux acteurs du braquage ou des complices externes? Comment ils ont été repérés? Comment ils ont été arrêtés? Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre. Et ça, je pense que c'est parce que l'enquête continue. Et à mon avis, on va apprendre autre chose. Je ne dirais pas que l'Algérie et le Mali soient des bases arrières pour cette histoire. La base arrière, c'est la Seine-Saint-Denis. Et apparemment, cette affaire, elle nous ramène encore plus à nous-mêmes. Je dirais qu'elle n'est pas, c'est les Russes ou un gang international. On a tout imaginé. On a revisité Arsène Lupin, la Casa des Papel, etc. Enfin, tout ce qui est. Et malheureusement, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, avec les premiers éléments. Oui. Et c'est d'autant plus choquant que si c'est ça, moi, ce qui m'a vraiment surpris, je pense, j'entendais des touristes américains en parler, c'est l'apparente facilité. Je crois que Michel Onfray a résumé ça de façon remarquable. Il a dit c'est incroyable, en France aujourd'hui, avec une disqueuse et un escabeau, on repart du Louvre avec la Joconde sous le bras. Mais c'est un petit peu ça. Et cette apparente facilité pour dérober les joyaux de la couronne, pour les faire disparaître, ce que même les révolutionnaires français n'étaient pas parvenus à faire en 1788, eh bien, on remarque que ça nous met encore face aux réalités françaises, face aux carences. On parle de complicité aussi avec les personnels de sécurité. Personnels de sécurité, grands bandits aujourd'hui, ils dorment au même endroit. Dans les cités, voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et voyez-vous, il y a un paradoxe aujourd'hui sous nos yeux. C'est-à-dire, d'un côté, ces cambrioleurs qui vont, avec une disqueuse, voler les bijoux de la couronne de manière assez simple, on l'a tous vu. Et puis, de l'autre, une France qui se prépare à la guerre.